Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société. Ce soir, avec nos invités en plateau, nous allons évoquer un sujet qui fait débat maintenant depuis plus de 15 ans, les 35 heures. Et pour en parler ce soir, Flavie Ourtoulou, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Vous intervenez principalement dans le domaine du droit du travail et les relations sociales. Également avec nous, Florence Mercadet-Choquet, vous êtes membre du conseil d'administration et du bureau du MEDEF 78. Jean-Luc Madec, vous êtes restaurateur, le patron du restaurant Les Templiers qui se trouve à Elancourt. Et enfin, Sonia Porot, vous êtes la secrétaire départementale du syndicat CGT. Alors, faut-il ou ne faut-il pas revenir sur le temps légal du travail? Faut-il abroger la loi Aubry qui fixe les 35 heures comme cadre légal en France? Un sujet qui revient sur le devant de l'actualité avec le rapport Badinter, un rapport remis récemment à Manuel Valls, le Premier ministre, pour une réforme du Code du travail. Et une chose est déjà sûre, une chose est déjà actée, les 35 heures ne seront pas en tant que telles remises en cause. On commence avec vous, le MEDEF 78. Florence Mercadet-Choquet, est-ce que c'est une déception que les 35 heures en tant que telles ne seront pas remises en cause? Non, ce n'est pas une déception parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une remise en cause des 35 heures. Et à la limite, ce n'est pas nécessairement une revendication du MEDEF de dire qu'il faut à tout prix remettre en cause une notion de durée légale. Nous, notre position, c'est plutôt de dire laissons aux branches et aux entreprises le soin de pouvoir évaluer quelle est la durée du travail dans tel type d'activité ou dans tel type d'entreprise. Et il faut effectivement de toute façon une durée pour déclencher des heures supplémentaires. Donc on n'est pas contre le fait de fixer une durée du travail avec un déclenchement d'heures supplémentaires, c'est pas le sujet, mais qu'on puisse laisser aux entreprises et aux branches le soin de pouvoir, en fonction de ces activités-là, de savoir quelle est la bonne durée du travail et à partir de quel moment on déclenche les heures supplémentaires. Donc ça a été pendant longtemps une revendication, notamment au début des années 2000. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Non, mais je crois que c'est tellement ancré. Les 35 heures sont maintenant complètement ancrées dans les mœurs et dans les sociétés. Il y a des accords d'entreprise qui sont faits sur la base de 35 heures. Je pense que venir faire exploser tous les accords qui existent sur des annualisations, sur des forfaits jours, sur des tas de choses, basées quand même sur la réforme de la durée du travail Aubry sur les 35 heures, ce serait assez peu réaliste et je ne pense pas, notamment sur des entreprises importantes, que ce soit une de leurs volontés. Sonia Porot, pour vous, le fait qu'on ne touche pas aux 35 heures, c'est ce qu'a annoncé notamment la ministre du Travail, Myriam El Khomri, c'est quelque chose qui est de nature à vous rassurer ou... Pas spécialement, parce que la position de la CGT, l'analyse, c'est qu'on a besoin de regarder non seulement la durée légale du travail qui effectivement déclenche les heures supplémentaires, mais surtout la durée réelle du travail pour les salariés et comment ce temps de travail est organisé. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment à 35 heures officiellement, on est plus à 37-39 heures, c'est ce que disent la plupart des rapports? Oui, aujourd'hui, la durée moyenne des salariés à temps plein, c'est quasiment 39 heures. Par contre, on a aussi un salarié sur 5 qui est à temps partiel. Et là, c'est plutôt en moyenne 23-24 heures. Donc c'est aussi des disparités. Et puis après, il y a toutes les formes d'organisation du travail, c'est-à-dire les horaires, le travail du samedi, du dimanche, le travail de nuit, est-ce qu'on est en 3-8, en 2-8, toutes ces formes d'organisation du travail, elles ont des impacts sur la santé des salariés, sur leur vie personnelle. Donc c'est ça qu'on a besoin de regarder. Et aujourd'hui, par contre, à la CGT, on pense que oui, il faudrait regarder à nouveau diminuer la durée du travail, mais dans l'idée de travailler tous, de travailler moins et de travailler mieux. En dessous des 35 heures, il y a un seuil que la CGT pense bon pour les salariés, justement pour les ouvriers? Aujourd'hui, on réfléchit autour des 32 heures pour l'ensemble des salariés, parce qu'on est dans un département où il y a une forte population d'ingénieurs, de cadres et de techniciens, et eux, leur durée du travail, elle est plutôt autour de 44 heures par semaine, voire quasiment 47 heures pour les cadres au forfait jour. Par contre, leur salaire, il est basé sur 35 heures. Donc il y a vraiment besoin de réfléchir à ce sujet-là. Et les données que je cite sont celles de la DARES. Jean-Luc Madec, en tant que chef d'entreprise d'un restaurant où les heures de travail peuvent être compliquées à gérer, on le sait, quel est votre point de vue à vous sur les 35 heures? Est-ce que pour votre affaire, c'est un frein concret, ce seuil légal du temps de travail, ou alors c'est bon pour la santé de vos salariés qui peuvent travailler parfois tard ou beaucoup?
Alors, les 35 heures n'ont rien à voir avec la santé de nos salariés. Les 35 heures, c'est une loi. Je pense qu'elle est rentrée dans les mœurs, on n'y reviendra pas. Par contre, il faut encourager le travail, parce que c'est comme ça qu'on gagne sa vie et qu'on acquiert la promotion sociale dont on a tous besoin, envie. Par conséquent, je pense que dans nos métiers en particulier, il faut que les 35 heures restent la loi de base. D'ailleurs, chez nous, c'est 39, puisque la convention collective dans notre métier autorise oui, c'est ça, parce que c'est des métiers particuliers, on 35 heures 35 payées heures au taux normal et 4 heures payées en heures supplémentaires à 10% supplémentaires. Bien. Et au-delà, on est à 25% d'ailleurs. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est la loi telle qu'elle est nous va bien. La grande problématique à laquelle nous avons eu affaire à partir de 2012, ça a été la refiscalisation des heures supplémentaires, qui du coup a mis un coup d'arrêt au volontariat dans les heures sup pour nos salariés et qui a créé de vraies difficultés dans nos entreprises. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous ? Petites entreprises en règle générale et petites entreprises de services en particulier, mine de rien, les petites entreprises de moins de 20 salariés en France, c'est 2,5 millions d'entreprises. C'est 66% des salariés en France. C'est considérable. Donc on donne, nous, deux demandes particulières. La première, ne revenez pas sur la loi, sur le temps de travail. Elle est comme elle est. Par contre, donnez de l'assouplissement pour permettre à des salariés de travailler comme ils le souhaitent, avec bien entendu les compensations salariales qui vont avec. Il n'est pas question de payer les heures sup au même prix que les heures normales. Combien d'heures de travail, par exemple, dans votre restaurant fait un salarié ? Écoutez, nous, les salariés font 39 heures. Par contre, si un jour on a un surplus d'activité et qu'un salarié doit venir sur un jour de congé, eh bien, on lui demande s'il souhaite le faire. Et en l'occurrence, là, il est beaucoup mieux rémunéré. Bien évidemment, la grande problématique aujourd'hui, c'est la teneur des contraintes administratives auxquelles nous sommes confrontés. Pour vous donner un ordre d'idée, un salarié en heure sup, c'est 7 pages de documents. Bon, est-ce que ça se justifie? Peut-être pas pour des toutes petites entreprises comme les nôtres, mais par-dessus le marché, le salarié, lui, se dit, bon, bah, si je travaille en heure sup, je vais être fiscalisé sur mes heures sup, je risque de sauter une tranche d'impôt. Est-ce que j'y ai intérêt? Il dit que pas beaucoup, finalement. En tout cas, les arbitrages que va mener le gouvernement vont se porter plutôt aujourd'hui sur la rémunération des heures supplémentaires. On a commencé à évoquer le sujet. Flavie Ortolou, un petit point sur le cadre légal aujourd'hui. On peut travailler plus de 35 heures, on le sait. Les heures supplémentaires sont majorées de combien de pourcents et jusqu'à quel seuil? Finalement, le cadre légal est déjà quand même assez souple. Au niveau de la loi, c'est assez souple. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, si l'accord de branche le prévoit, une majoration qui est déjà à 10%. J'entends souvent parler des 10%. Il faut que l'accord de branche le prévoie et il peut y avoir cette majoration-là. Ça, c'est l'accord. Sinon, c'est 25%, c'est ça? Sinon, effectivement, à défaut d'accord, et donc c'est déjà le cas, c'est 25% et 50% à compter de la 8e heure. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et aujourd'hui, en France, on peut travailler, par exemple, si on le souhaite, 70 heures par semaine. Alors évidemment, ça 70 paraît heures, beaucoup, non, mais... c'est un petit peu à chaque fois le même sujet. Ce n'est pas tellement les 35 heures qui font les limitations et la durée réelle du travail. 35 heures, c'est juste un seuil. Au-delà, je suis en heures supplémentaires. En dessous, je suis à temps partiel. C'est rien d'autre que ça, c'est une référence. Après, au niveau de ce qui limite vraiment et ce qui protège vraiment les salariés, c'est plutôt les durées maximales de travail. On est à combien en France aujourd'hui sur une semaine? Alors, il y a des principes et plein de dérogations. En principe, comme à chaque fois d'ailleurs, 10 heures par jour, 48 heures par semaine. Donc ça, c'est les durées maximales de travail. Après, on a les durées minimales de repos. Donc là, vous avez le maximum travaillé, vous avez le minimum de repos. Là, vous êtes à 11 heures par 11 heures quotidiennes, plus 25 heures par semaine. Donc ça fait 35 heures par semaine. En tout cas, le seuil minimum pour majorer aujourd'hui les heures supplémentaires, c'est 10%. Est-ce que c'est un seuil sur lequel il faudrait revenir, par exemple, Florence Mercadet-Choquet? Non, parce qu'il ne faut pas... C'est ce qu'a évoqué à un moment plus ou moins Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, à un moment donné, est parti, quand il était à Davos, en faisant une déclaration en disant, après tout, une heure supplémentaire ne devrait pas être payée plus qu'une heure normale. Là, la position du MEDEF là-dessus est très claire. On n'a pas l'intention de faire des compensations tout à fait symboliques. Je pense que, voilà, on a un cadre légal qui est, il y a des heures sup, il y a des heures sup. Maintenant, le débat, une fois de plus, n'est pas forcément, il est sur une compensation de 10%. Voilà, c'est déjà la règle dans un certain nombre de conventions collectives, d'accords de branche. Il ne faut pas descendre en dessous. Mais une fois de plus, nous, notre position, c'est laissons un peu plus de flexibilité dans les entreprises et dans les branches
pour dire à partir de quel moment on déclenche, parce qu'il y a des durées de travail dans des entreprises. L'entreprise de Jean-Luc, c'est 39 heures, et c'est vrai que la moyenne travaillée en France, c'est de 39 heures. On est vraiment resté en fait sur 39 heures comme avant, finalement. Quand on dit que les Français ne travaillent pas, c'est faux. Donc les Français travaillent plus qu'un certain nombre d'autres peuples européens. Mais le débat, c'est laissons un peu plus de flexibilité dans les entreprises, justement, peut-être pour dire à partir de quel moment, quelle est la vraie durée du travail que l'on rémunère normalement, et à partir de quand on va pouvoir déclencher les heures supplémentaires. Et juste pour ajouter une autre chose sur l'encadrement des heures supplémentaires, c'est qu'aujourd'hui, en travaillant 39 heures avec 4 heures supplémentaires par semaine, ça correspond au contingent d'heures supplémentaires annuelles que l'on a par an et par salarié. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire travailler chaque salarié, alors ça c'est dans le Code du travail, après il y a d'autres montants dans les conventions collectives, 220 heures par an et par salarié. Or ces 220 heures correspondent en fait à 169 heures par mois. Ce qui veut dire que déjà on plafonne dans le contingent d'heures supplémentaires, et si on va au-delà du contingent d'heures supplémentaires, il y a des majorations beaucoup plus importantes. Donc il faut peut-être réfléchir globalement à l'activité de chaque société, de chaque entreprise, et de voir comment on peut moduler ce temps de travail. Sonia Porot, sur ce seuil des 10% qui a un temps été évoqué par Emmanuel Macron, rien n'est décidé pour le moment, même on semble plutôt sur le fait de rester ainsi dans la future loi sur le Code du travail. Quel est votre point de vue ? Je pense qu'il faut quand même garder une majoration assez conséquente des heures supplémentaires, sinon effectivement la durée du travail n'a plus beaucoup de sens. Après, encore une fois, si on part de la réalité, on a d'abord un problème à rémunérer réellement toutes les heures travaillées. Il y a un certain nombre d'heures supplémentaires qui ne sont pas comptabilisées dans toutes sortes d'entreprises, grandes ou petites. On a encore une fois des salariés qui sont en dehors de ce cadre-là des 35 heures. Je pense aux assistantes maternelles, par exemple, qui sont nombreuses dans le département. Elles sont largement au-dessus de 40 heures de travail, 45 heures par semaine. Et les 35 heures ont permis de diminuer malgré tout la durée du travail. C'est-à-dire qu'on était bien au-dessus de 40 heures en moyenne auparavant. Et ça a suscité effectivement des aspirations chez les salariés, celle d'avoir du temps libre, celle de pouvoir effectivement profiter de ce temps. Mais derrière, il y a déjà eu beaucoup de souplesse. Beaucoup d'entreprises ont un temps de travail qui est annualisé. Ça veut dire des semaines, des fois, où on fait 40 heures, des semaines où on va en faire 20 ou 30. Il y a tout le problème aussi de la durée, j'allais dire, sur l'année et même sur la vie. Le temps de travail, c'est vraiment un élément fondamental dans la vie du salarié, et c'est comment on encadre la durée effective du travail. Moi, je ne connais pas d'entreprise où il n'y a pas effectivement des débats sur la prise en compte du temps de pause, sur le temps d'habillage, de déshabillage ou le temps de lancement des applications. Donc l'enjeu, il est déjà la prise en compte réelle du temps de travail effectif. Jean-Luc Malek, vous souhaitiez peut-être réagir sur ce qui vient d'être dit ? Écoutez, nous, comme je vous l'ai dit, on est sur les 35 heures. On a une particularité dans le métier, surtout sur la restauration, c'est qu'on a des coupures, vous savez, chez nous, le personnel travaille le midi et au service du soir. Il est clair que la base, sur le plan politique, de la mise en place des 35 heures avait pour objet de pouvoir faire travailler moins, plus de monde. Bon, incontestablement, c'est un échec. Bon, c'est comme ça. Tous les rapports ne disent pas forcément ça, il y a des débats. On lit les rapports comme on veut et on fait dire aux rapports ce qu'on veut. En tout cas, clairement... Le chômage n'a pas baissé en France. Toutes les entreprises et surtout les petites, il est clair que l'objectif des 35 heures n'a pas été atteint en termes de création d'emplois. Point numéro 1. Point numéro 2. Oui, c'est vrai, les gens ont envie d'avoir des loisirs. Je connais bien le problème. J'ai été 10 ans dans le domaine du loisir en développement. Donc, croyez-moi, nous étions très attachés au fait que nos concitoyens puissent avoir le plus de loisirs possible. Sauf qu'il faut des moyens pour pouvoir avoir des loisirs. Or, aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui ont tout simplement envie de gagner de l'argent. Laissons-leur gagner leur vie. Vous dites aujourd'hui qu'il y a le travail en France, les entreprises ont les carnets de commandes assez remplis pour que les gens puissent plus travailler, parce qu'on entend souvent que l'économie est atone, il n'y a pas de croissance. Moi, je vois dans notre métier tout à l'heure, on disait, M. Macron, qui je crois a eu des propos très imprudents, consistant à vouloir payer les heures supplémentaires au même prix que les heures normales. C'est de la folie, bien évidemment. Il faut au contraire encourager nos salariés à travailler
plus dans de bonnes conditions, avec des augmentations sensibles de la rémunération de ces heures supplémentaires. Cependant, encore faut-il qu'il y ait un peu de liberté, or il n'y en a pas suffisamment. Par conséquent, dans notre métier en plus, et notre métier s'inscrit dans un domaine qu'est l'industrie du tourisme, qui est en plein développement dans notre pays. On le voit bien, les décisions excellentes d'ailleurs qui ont été prises par le gouvernement pour la promotion du tourisme va apporter beaucoup d'emplois supplémentaires. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes à 50 000 emplois non pourvus dans notre secteur d'activité. Donc vous pensez bien que nous avons tout intérêt à ce que nos salariés se sentent bien chez nous. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'ils se sentent bien? Un, d'avoir des relations sociales de bonne qualité. Deux, d'avoir évidemment des salaires, des rémunérations motivantes. Les accords d'entreprise, c'est un autre point qui va être abordé avec cette loi du travail. Flavie Ortoulou, on rappelle déjà ce qu'est un accord d'entreprise. À quel moment on parle d'accord d'entreprise? On parle d'accord d'entreprise quand il y a un accord signé entre la direction de l'entreprise et des organisations syndicales représentatives qui représentent au moins 30% des salariés. Donc ça, c'est la règle actuelle. D'accord. L'accord est valable, et c'est la règle actuelle, si la majorité des syndicats ne s'y opposent pas. Donc là, c'est là aussi où il y a des débats et des propositions qui sont faites à l'heure actuelle pour passer à une majorité d'engagement. C'est-à-dire qu'un accord est valable quand plus des syndicats représentant plus de 50% des salariés le signent. Ou alors la voie du référendum par les salariés, qui aussi a été évoquée récemment. Par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Ces accords d'entreprise, les rendre plus flexibles, en tout cas plus possibles dans le monde de l'entreprise aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est intéressant pour la CGT, c'est une piste de réflexion? On est pour qu'il y ait quand même un cadre général qui puisse protéger les salariés, qui est d'abord le Code du travail, qui sont ensuite les accords de branche par grands secteurs professionnels. Après, bien sûr, on est aussi pour négocier dans l'entreprise, évidemment, parce qu'on est d'accord aussi qu'il faut s'adapter aux réalités de l'activité, mais pas en pénalisant forcément les salariés, en étant des deux côtés de bonne foi. Quand une entreprise comme Peugeot dans son usine, en certaines périodes de l'année, met les salariés au chômage partiel et à d'autres périodes leur impose même de travailler le samedi, voilà, est-ce qu'il y a de la bonne foi? S'il y a accord, ça veut dire qu'il y a accord des deux côtés. Sauf que là, ce n'était pas dans le cadre d'un accord d'entreprise, c'est dans le cadre du droit commun. Et après, il y a aussi la question des très petites entreprises qui préoccupent effectivement la CGT parce que c'est un nombre de salariés important. Et en dessous de 11 salariés, il n'y a même pas de délégué du personnel. Donc comment ces salariés-là vont avoir des représentants, vont avoir des lieux pour s'informer et discuter? C'est quelque chose que la CGT porte de longue date et on commence à avancer un tout petit peu avec la mise en place des commissions paritaires régionales. C'est pas encore suffisant, mais c'est un début pour avoir un dialogue effectivement dans le territoire au niveau des branches professionnelles. Florence Mercadet-Choquet. Oui. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir permettre d'avoir un référendum au sein de l'entreprise dès lors que l'accord qui est signé par des syndicats minoritaires, c'est-à-dire entre 30 et 49%, puisque la réforme dit maintenant qu'il faut que les accords soient signés par des partenaires sociaux majoritaires, c'est-à-dire qui ont eu plus de 50% aux élections au premier tour. Et le gouvernement, à mon avis, s'est rendu compte que c'est mission impossible d'avoir des accords signés par les partenaires sociaux et qui est d'emblée 50% de signatures de partenaires sociaux. Et je pense que faire sortir la voie de référendum pour consolider un accord minoritaire, c'est-à-dire signé par des partenaires sociaux qui ont entre 30 et 49%, de pouvoir couvrir cet accord par un référendum par des salariés et bloquer le droit d'opposition des syndicats majoritaires, me paraît... moi, ça me paraît très très bien. Je ne suis pas sûre que ça convienne parfaitement aux syndicats. Et surtout, je trouve que c'est assez en opposition avec un des principes écrits par Robert Badinter dans les 61 principes qu'il a remis au gouvernement, puisqu'il disait dans un de ses principes que finalement les représentants des salariés, et exclusivement ces représentants-là, peuvent signer des accords. Donc il rappelle quand même dans ces principes que ce sont les partenaires sociaux qui représentent les salariés de manière collective. Et là, on est en train de dire, oups, on est allé à 50%, c'est peut-être trop, donc pour pouvoir couvrir les accords de 30% et plus, jusqu'à 50%, il faudrait qu'on passe par la voie de référendum. Et je pense qu'il tire finalement l'exemple de la FNAC,
où ils ont eu, et de Smart aussi, où ils ont signé des accords minoritaires, des référendums avec des gens qui disaient oui, on est d'accord, et un droit d'opposition derrière d'un syndicat majoritaire qui a bloqué finalement l'accord tel que signé. Donc je pense qu'ils sont en train d'essayer de contourner un peu le problème de cette manière-là. Jean-Luc Madec, par exemple, dans un restaurant, comment se passent les discussions avec vos salariés? Elle se passe très très bien. Cependant, vous avez raison, Madame Porot. Dans les petites entreprises... Vous avez combien de salariés, excusez-moi d'ailleurs, à ce 10. propos? 10. 10, plus mon épouse et moi, ça fait 12. Donc, dans les petites entreprises, c'est vrai, la représentation syndicale n'existe pas. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un délégué du personnel en dessous de 11 salariés. Je suis, pour ma part, totalement favorable à ce que les salariés soient mieux représentés. Quand on sait qui représente les syndicats, les grands, pour lesquels j'ai le plus profond respect, on sait très bien que c'est la fonction publique, les grandes entreprises, et très peu les petites entreprises. 66% des salariés sont issus des petites boîtes, moins de 20 salariés. Bon, à un moment donné, il va bien falloir que le législateur, donc le politique, lance un signe réel pour qu'il y ait une vraie représentation des salariés. Mais c'est la même chose pour les patrons. Je veux dire que moi, je ne me sens pas totalement représenté par le MEDEF. J'ai beaucoup de respect pour Florence, bien entendu, et pour ce qu'elle fait. J'ai aussi le respect du fait que les chambres de commerce soient essentiellement aujourd'hui avec des listes du MEDEF, ce qui fait que 16% seulement des entreprises en France ont voté aux dernières élections pour les chambres de commerce. C'est à tomber par terre. Ça veut dire que 84% des entreprises qui n'avaient qu'une enveloppe avec un timbre déjà mis à poster n'est pas répondu à la sollicitation des chambres consulaires pour leurs élections. C'est un des vrais problèmes en France, et je pense que nous serions inspirés, avec nos amis de la CGT et les autres syndicats d'ailleurs, et aussi avec nos amis du MEDEF, pour avoir une meilleure représentation des salariés et des entreprises dans ce pays. C'est un de nos fléaux. Finalement, si je comprends bien, tout le monde est d'accord, malgré ce qu'on peut croire parfois sur le... Non, Sonia Porot? Sur la négociation collective et le référendum, si les syndicats majoritaires s'opposent à un accord, c'est qu'ils ont des raisons, puisque tous les syndicats, la CGT y compris, quand un accord apporte des avancées, ils sont signés ces accords. Donc il faut se poser, il faut se poser des questions. L'enjeu aussi, c'est comment on discute avec les salariés, quelles questions on pose dans un référendum. Les échanges qu'on a eus, ça montre que si un salarié accepte de travailler en heures supplémentaires ou accepte de travailler le dimanche par exemple, c'est essentiellement pour des raisons financières. C'est pas parce qu'il a juste envie de travailler plus ou qu'il est uniquement passionné par son métier. Ça peut arriver, mais enfin, c'est pas la majorité des cas, croyez-le. Ça peut être une notion qui rend service. Il y a quand même des salariés qui sont... Dans certains métiers, oui, bien sûr, il y a des métiers où la continuité, elle est nécessaire. Hein, et dans ce cas-là, bien sûr que le travail de nuit, le travail du dimanche, il faut qu'il existe. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Après, c'est comment on regarde à compenser les conséquences que ça a sur la santé, parce que c'est prouvé que le travail de nuit, que les horaires décalés, que le fait de ne pas avoir forcément de jours de repos consécutifs dans la semaine, ça a des impacts à moyen et à long terme sur la santé. Donc c'est comment on compense tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites des 2,5 millions de patrons qui, eux, sont dans ces conditions-là, qui travaillent 70 heures par semaine, souvent d'ailleurs pour un grand nombre d'entre eux, à peine pour un SMIC. Vous ne faites pas attention à leur santé, à eux? Ils n'ont pas le droit, eux aussi, d'avoir un peu de considération? Je pense qu'il faut de la confédération pour tout le monde. Vous avez, vous aussi, une expérience professionnelle, au-delà de votre statut d'avocate? Dans une autre vie. La grimace, excusez-moi. Non, je ne dirais pas la grimace, mais dans une autre vie, j'ai été aussi négociateur côté patronal. Donc pendant plusieurs années, je signais des accords, je négociais avec mes partenaires sociaux. On était dans un groupe où il y en avait beaucoup, j'en avais 7. Donc j'avais tout le panel des syndicats. Et concrètement, il y a ceux qui s'engagent, il y a ceux qui s'opposent, et au milieu, on s'est souvent retrouvés avec ce qu'on appelait le ventre mou, c'est-à-dire des gens qui n'étaient ni pour ni contre. Et à un moment, qu'est-ce qu'on fait et comment on avance? Parce que même pour une direction, avoir appliqué un accord qui est signé par des syndicats qui représentent que 30% des salariés, sincèrement, c'est pas satisfaisant. Je suis d'accord avec vous, quand il y a une opposition, il y a quand même un acte d'opposition. Entre deux, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un accord à 30%, pas de syndicats qui s'opposent, qu'est-ce qu'on fait? Sonia Porot, une réponse rapide de Sonia Porot, et après Florence Mercadé-Choquet pour le MEDEF, et après la CGT. Juste un tout petit peu complément sur le référendum. Dans le cadre de la réforme qui est prévue par le ministère du Travail, le référendum est lancé par le syndicat minoritaire, il n'est pas lancé par la direction.
Donc ça, c'est important. Je veux dire, c'est le syndicat minoritaire qui a signé qui va dire « je lance le référendum ». Et donc c'est lui qui va peut-être bloquer le syndicat majoritaire. Donc il ne faut pas penser que c'est le patron qui va lancer le référendum pour couvrir l'accord minoritaire. C'est quand même un point relativement important. Il y a quand même eu des entreprises dans les exemples qu'on a cités où c'était des entreprises. Ouais. Et si on prend l'exemple de Smart, on a posé à l'ensemble des salariés, donc les cadres, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, les employés, la même question sur la durée, on va dire, moyenne du temps de travail. Sauf que, encore une fois, ces salariés-là n'ont pas tous les mêmes conditions. C'est pas la même chose quand on fait des 3-8 ou qu'on est, je le redis, qu'on est cadre, qu'on est dans un forfait jour qui est tellement peu encadré aujourd'hui qu'il y a quand même eu plusieurs condamnations et 11 accords de branche qui ont été invalidés parce que justement les durées maximum journalières, hebdomadaires, etc. ne sont pas du tout encadrées. Forcément, un cadre qui fait déjà plus de 40 heures, c'est même 46 heures 60 pour les cadres au forfait jour en moyenne, et effectivement, si on lui dit passer de 35 à 39 heures, lui, il ne voit pas le problème parce qu'il en fait déjà beaucoup plus. Donc oui, il faut qu'on regarde vraiment les choses telles qu'elles sont. Je ne peux pas vous laisser dire que les conventions de forfait... Rapide réponse. Les conventions de forfait sont hyper encadrées par la jurisprudence, par la Cour européenne de justice, par les directives européennes, par les conventions collectives qui ont été revues. Parce que des organisations syndicales, dont la CGT avec son Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens, apporter des affaires en justice. Certes, mais maintenant, c'est quand même relativement bien encadré. Je suis obligé de vous couper dans vos discussions qui étaient très intéressantes. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission, d'avoir participé à ce débat, d'avoir apporté vos réflexions. Vous pouvez retrouver cette émission sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.